Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation, merci beaucoup et toi? Ben, ça va très bien et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Aldric Cassata, c'est un ancien combattant qui aujourd'hui est coach et manager. Donc, tu es le fondateur du Boxing Squad et C'est ça. Maccabi à Nice. Donc, tu as Ouais, 41 ans, tu as un palmarès de 10 victoires et 6 défaites, si je me ne trompe pas. c'est exactement ça. Donc, tu as les trois casquettes aujourd'hui. Je voudrais que tu nous parles un peu de ta carrière de combattant et comment as-tu fait la parallèle pour devenir coach. Ma carrière de combattant, c'est... Tu sais, souvent quand on entend les anciens parler, ça fait rire aujourd'hui, mais on en reparlait il y a pas très longtemps en plus, il y a 2 ou 3 jours, j'en parlais avec Jean-Robert Monnier qui m'aide beaucoup aussi au sein du Boxing Squad. Et c'est des temps lointains, éloignés où tu acceptes des combats à une semaine, 2 semaines, et là où tu te sens bien gâté, c'est un mois, c'est bosser la journée, bosser la nuit aussi, parce que le MMA ne te permet pas d'être, d'en vivre, quoi, et même à très haut niveau, tu vois, je parlais avec plusieurs personnes qui étaient à l'UFC à cette époque. Il faut savoir que le fameux 10-10, 12-12 dont on parle assez fréquemment aujourd'hui, comme si c'était peu ou pas respectable, c'était 3-3 à l'époque. Moi, à l'époque où je combattais, le premier contrat UFC, et je l'ai vu, hein, c'est pas des on-dit, j'ai eu la chance d'être avec Christophe Midou quand il a reçu son contrat à l'époque, lors de l'Ultimate Fight Night 6 ou 7. Je suis désolé si je me trompe, on me pardonnera, dont le main event était Diego Sanchez. Il prenait Jack O'Brien pour 3000, plus 3000 à l'époque, tu vois, donc force est de constater que c'était une époque où c'était très très difficile, même à très haut niveau, de se professionnaliser. Et je sais en plus qu'à la base, tu étais dans le foot aussi, tu étais à haut niveau. Ouais, ouais, j'ai fait toute ma jeunesse, elle a été calquée sur le football et les stages, les matchs, les entraînements, parce que j'ai rejoint tôt aussi le centre de formation de l'OGC Nice. Et je pense que ça m'a fait du bien pour la suite, par contre, pour la gestion de la pression, comprendre un petit peu quel était l'environnement du haut niveau. Et je cache pas que moi, dans la conception de mon club et de l'organisation de mes athlètes, je me suis beaucoup inspiré quand même aussi. Euh, Tu vois, dès que mon club il a commencé à avoir un petit peu de notoriété et de reconnaissance, les premiers partenariats que j'ai cherchais, avant même de trouver des partenariats financiers, c'était des partenariats médicaux, tu vois, de façon à un peu à l'image du football, avoir une cellule médique et une cellule récupération. Et bon, c'est encore pas parfait aujourd'hui, j'aimerais encore en offrir plus à mes gars, mais aujourd'hui, on a des partenariats avec des grands centres médicaux comme l'IM2S, où il y a le docteur Brézy qui prend soin de tous nos sportifs et qui est lui-même en plus enseignant en boxing squad. Et un partenariat aussi avec Tsank pour les IRM, les choses comme ça, de façon à pouvoir les interventions avec un neurologue quand il y a un problème ou un cliché qui, qui permettent de prendre soin des fighters et d'avoir vite une idée sur le diagnostic et la suite d'une blessure. Et justement, quand tu as arrêté ta carrière de combattant, tu as eu ce projet-là de monter justement ces clubs à Nice? Bah, tu sais, en fait, euh, au football, il existe un truc qui n'existe pas dans le MMA, mais en fait, si, il existe, on l'a un peu tous fait. Tu sais, au foot, il y a le poste un peu d'entraîneur-joueur. Tu as des joueurs qui ont fait des carrières en première et en deuxième division, puis par la suite, ils deviennent entraîneurs-joueurs sur une troisième division, tout ça. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. Si tu veux, moi, j'ai ouvert une salle à Nice d'abord pour pouvoir m'entraîner moi. Et en fait, petit à petit, tu as des jeunes comme, enfin, ils sont un peu moins jeunes aujourd'hui, ils ont la trentaine, mais Eddy Missouri, Thibaut Colleuil, Miguel Haro, Jérôme Vollerin, pour les premiers, ils sont venus s'entraîner avec moi. Et au départ, tu sais, en plus, ça tombe bien, tu vois, puisque le podcast, il est quand même essentiellement tourné sur Manon par la suite. Et en fait, j'ai commencé à devenir entraîneur à partir de ouais, quand Manon est arrivé. La plupart des autres de la première et deuxième génération du boxing squad, j'étais plus un entraîneur-joueur, c'est-à-dire que je m'entraînais avec eux et c'est plus mes compétences d'athlète qui les faisaient progresser que mes compétences d'entraîneur, tu vois.
Et c'est par la suite que j'ai migré vers le rôle d'entraîneur et de head coach où après je prenais en charge toute comment dire, la quantification de la charge de travail et l'orientation de la prépa. Mais en fait, au début, la première génération des fighters, ils ont eu leur niveau parce qu'on s'entraînait ensemble, quoi, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, je veux dire, pour moi, tu es l'une des plus grandes salles qu'il y a dans le sud, euh, parce que j'ai pas vu de combattants ou de combattantes aller à l'UFC. Tu vois, je sais il y a des grandes salles aussi sur Marseille, tout ça, mais t'es l'une Le tu vois, chemin de l'UFC, il est long, garçon ou fille. Alors effectivement, il y a des catégories de poids où il y a des raccourcis de carrière qui sont faisables, mais après, je pense que il y a plein de bons clubs dans le sud. Je vais même citer ceux que je connais et à qui j'ai une affection particulière, comme bien évidemment le club de Jean-Michel Froissart qu'on manage avec mon associé Adrien quasiment dans sa totalité. Le club d'Yvan Sorel aussi qui fait des belles choses pour le quartier dont je suis originaire moi de Marseille, qui est la Belle de Mai. Il y a les mecs de la Bonne École aussi que je croise souvent sur des galas que j'aime beaucoup. Après, moi aujourd'hui j'ai une dizaine d'athlètes euh, dont quelques-uns, faut pas se le cacher, faut dire clairement les choses, sont déjà sur les tablettes de l'UFC. Aujourd'hui, malheureusement, Mehdi Takaev, on a des problèmes de papier qui... J'ai une pensée positive, je pense que c'est plutôt des problèmes qui sont dus à la guerre et à ce qui se passe en ce moment et que on aura une issue favorable et hyper intéressante dans quelques mois. Il suffit d'être patient. Mais Mehdi, il est clairement sur les tablettes de l'UFC, il est 75e mondial. Axel Sola, il est suivi par l'UFC de très près et ils l'ont dans le collimateur depuis l'IMAF. Donc aujourd'hui, avec son 4-0, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que l'UFC, et par le biais de leur matchmaker, m'ont posé la question déjà de savoir combien il avait de contrats sur combien de combats restants sur le bref. Après, les choses sont encore prématurées, mais Axel est clairement sur les tablettes de l'UFC. Et il y en a également d'autres qui arrivent, comme Virgil Haugen, et j'espère un retour fracassant d'Iliès après sa blessure. À côté de ça, il y a aussi Sofiane Boukissou qui est lui au PFL aujourd'hui. Donc, il y a des athlètes de haut niveau dont j'essaye de m'occuper du mieux que je peux. Euh, et je suis content vraiment aujourd'hui de pouvoir me, me reposer sur des gens comme Jean-Robert Monnier, comme Thomas Loubersan qui a rejoint la structure depuis peu et dont je suis vraiment, vraiment hyper content de cette collaboration parce que j'aime beaucoup Thomas et je trouve qu'il a une vision hyper intéressante de ce qu'est le sport en général et le grappling et la lutte en particulier. Donc voilà, on construit petit à petit et j'ai encore plein d'autres projets, mais malheureusement, il faut laisser le temps au temps et ces projets n'aboutiront qu'après des résultats encore plus probants sur le circuit international. tu as cité pas mal de noms que j'allais justement évoquer. J'ai une autre question avant de faire la passerelle vers Manon et son combat. Est-ce que pour toi, pour être un bon manager, enfin un grand manager, un grand entraîneur, il faut amener des combattants à l'UFC? C'est une question que je voulais te poser. Alors, Qu'est-ce que tu en je te penses? réponds clairement oui. Après c'est compliqué. Ça dépend de ton rôle et ça dépend Je parle d'entraîneur. On reviendra après sur le management. Le management, clairement, si tu n'emmènes pas, si tu n'arrives pas à emmener des gens à l'UFC, il y a deux solutions. Soit tu manages mal, soit tu manages pas les bonnes personnes. Mais clairement, ça doit être le Graal de tout combattant. Moi, c'est pas méchant et je vise personne en particulier, mais quand j'entends des gens qui disent sur des interviews, ouais, l'UFC, ça me correspond pas ou l'UFC, c'est pas mon but. Non, mais soyons sérieux. C'est le but de tout combattant, c'est l'UFC. Après, je veux parfaitement entendre. euh, Dernièrement, il y a Hatch qui a fait un podcast et ça, je veux surtout pas qu'on mélange et qu'on fasse un amalgame. Lui, il a raison dans ce qu'il dit, mais il dit clairement que l'UFC, c'est l'objectif qu'il a aussi avec Saladin, mais qu'il veut d'abord passer des étapes et financières et sportives. Et ça c'est pas critiquable. Mais le reste, j'entends des fois sur des podcasts, oui, mon objectif, c'est pas l'UFC, moi, je suis plutôt ONE FC. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Mm. Aujourd'hui, pour n'importe quel combattant de la planète,
L'objectif, c'est l'UFC. Donc, si c'est l'objectif pour n'importe quel combattant, c'est l'objectif pour n'importe quel coach et n'importe quel manager. Après, pour les coachs, il faut quand même recontextualiser. On est en France, le MMA, ça vient d'être légalisé. Aujourd'hui, si tu dois passer par le circuit de la formation et former tes gars, c'est compliqué quand même. Il faut, il faut beaucoup de chance et beaucoup de réussite pour prendre un individu lambda que tu vas avoir en loisir et en amateur et pour l'emmener jusqu'à l'UFC parce que parce qu'il y a des pourcentages tout simplement. Si tu suis les pourcentages qui sont donnés aujourd'hui au football, et je prends ces chiffres parce qu'ils ont le mérite d'exister, mais il y en aura bientôt très rapidement avec le MMA, c'est 1% qui vont passer pro, quoi. Et chez nous, dans le MMA, sur les 1% des pros, il y a 1% des 1% qui vont aller à l'UFC. Donc, c'est, euh, si tu entraînes et que tu fais vraiment, tu te reposes uniquement sur la formation, aujourd'hui, c'est compliqué de vouloir dire, ouais, je suis entraîneur, je vais emmener des gens à l'UFC. C'est très compliqué. Et donc, actuellement, tu entraînes Manon Fiorot. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est la première combattante française à être allée à l'UFC. Alors, c'est la première à avoir gagné à l'UFC Ouais. et avant elle, il y avait Zara Fern qui Oui, a il y avait signé Zara à Fer. 66, C'est vrai, effectivement. j'oublie. D'accord. Et donc, elle a passé un parcours amateur. Ouais, Ça, c'était important pour bah, vous de d'instaurer. J'ai vu que ça a été retranscrit avec Axel Sola aussi. ouais. Après, tu sais, moi, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, c'est capital le circuit amateur. Et là, maintenant, à l'instant T où on se parle, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est, à moins vraiment d'arriver avec un énorme background olympique ou mondial dans une autre discipline. Aujourd'hui, tu peux pas ne pas passer par le circuit amateur. Après, il y a 3, 4, voire 5 ans en arrière, il fallait nuancer. C'est-à-dire que si l'athlète avait le niveau IMAF, équipe de France, et pouvait briller sur les compétitions plateau IMAF, Europe, Asie, monde, oui, c'était une expérience qu'il fallait surtout pas lâcher, puisque c'est un excellent niveau, bien plus élevé que le niveau professionnel de l'époque. Et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, au monde. Je nuance un petit peu parce que pour moi, les Europes, c'est un poil en dessous en termes de niveau, pour l'avoir fait hein, et avoir eu la chance de représenter mon pays en tant qu'entraîneur de l'équipe de France. Le niveau aux Europes, notamment pour les garçons, et c'est pas macho, c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, l'IMAF est dominé quand même beaucoup par la Russie et le Daghestan en général, puisqu'ils ont énormément d'athlètes, que ce soit russes, que ce soit de Bahreïn, où 90% de l'équipe est d'origine daghestanaise ou caucasienne. Donc, pour les garçons, le top, effectivement, mondial, c'est les mondes. Et aux Europes, tu es un petit peu privé de ces équipes-là. Donc, c'est pour ça que je nuance un petit peu le niveau. Pour les filles, c'est pareil, puisque Europe ou monde, c'est plutôt les Européennes qui tiennent le haut du tableau. Mais le niveau est bien plus élevé que dans les orgas moyennes professionnelles ou dans les petites orgas, hein. Donc, c'est le gars qui est titré aux IMAF et qui est champion du monde ou numéro un mondial pound for pound. Les grosses organisations leur ouvrent leurs portes à grands pas et ils sont tout de suite sur les tableaux parce que c'est un niveau qui est très très élevé. Donc, si tu penses que ton athlète, et c'était mon cas moi pour Manon, pour Axel, pour Virgile, a des capacités de très haut niveau et qui peut être dans les grandes orgas, oui, tu pouvais pas ne pas faire autrement que les incorporer aux IMAF. Et donc Manon, elle a enchaîné ensuite elle est allée à l'UA Warrior, c'est ça, Ouais. où Alors, elle a pris une ceinture, elle a fait l'Afrique du Sud d'abord, où elle a pris une ceinture à l'UFC l'UFC. après une télé-réalité un peu comme le Ultimate Fighter. Et en fait, après, en fait, c'est pas qu'on était en mauvais termes avec l'UFC, c'est qu'en fait, il y a eu tout de suite après la ceinture maintenant, 2 ou 3 mois après, il y a eu le Covid et l'Afrique du Sud est restée fermée aux étrangers pendant plus d'un an et demi. À partir de là, il a fallu trouver une autre destination. Donc, effectivement, on a opté pour Abu Dhabi parce que c'était, franchement, pendant quelques mois, j'ai envie de te dire même 6 mois, il s'est passé que du MMA à Abu Dhabi quasiment à cette époque. Milieu d'année 2020, les seuls endroits où il y avait Ah, c'était à Abu Dhabi, hein. des combats, c'était Abu Dhabi et Apex au début. Donc, alors c'est un choix parce que j'avais la chance de connaître un petit peu le matchmaker
et un des organisateurs, qui sont Lucio Linares ainsi que Ryan. Et, et puis voilà, maintenant elle a gravi les échelons là-bas, elle a fait 3 combats, puis elle a pris une ceinture qu'ils ont créée spécialement pour elle d'ailleurs. Ouais. Ensuite, du coup, l'UE Warrior. Et elle est partie donc à l'UFC Ouais, le 20 janvier 2021, où elle c'est ça. fera son combat donc à l'UFC Fight Thailand. Ben, elle a que des victoires. C'est 4 victoires, 0 défaite, 2 KO et 2 décisions. C'est ça. Je voudrais reprendre une parole que tu as dit dans un autre podcast où tu as dit que c'était une génie du sport, qu'elle Ouais, avait ouais. zéro point faible. À quel moment tu t'es rendu compte de ça chez Manon? Franchement, dès le début. Dès le début, je te recontextualise un peu le début. J'avais déjà, euh, alors ils sont moins actifs, voire plus actifs du tout aujourd'hui, mais je commençais déjà à avoir pris la main un petit peu en tant que coach. J'avais pas mal, vraiment une dizaine, une douzaine de gars, des Miguel Aro, des Mathieu Morandi, des Christopher Jacquelin qui avait fait, qui a été le premier Christopher aussi, s'il nous écoute, ça a été le premier à être sur la tablette de l'UFC, hein. Christopher, il a fait la ceinture du Cage Warrior et le vainqueur signé à l'UFC, ça aurait pu être le premier de mes gars à signer à l'UFC. Malheureusement, c'est Marshman qui a gagné, c'est Marshman qui a signé à l'époque pour la ceinture des 84 kilos, mais j'avais déjà une bonne notion de ce qu'étaient des sportifs de talentueux et de très haut niveau et de leur progression, puisque pour la plupart des noms que je viens de citer, on est parti de zéro. C'est des mecs qui avaient peu ou pas de background et qui se sont construits d'année en année, de semaine en semaine. Et donc, je travaillais déjà avec Mehdi Dakaev aussi. Et en fait, ce qui m'a frappé dès le départ avec Manon, c'est l'envie, le talent, ça, il y a pas tout le monde qui l'a, mais il y a beaucoup de gens qui les ont. C'est la vitesse de progression et la vitesse d'assimilation, effectivement, qui était, euh, qui était colossale et elle intégrait tellement vite euh, les mouvements, les techniques, les conseils et les déplacements qu'on travaillait que ouais, je savais déjà. Moi, d'ailleurs, je lui ai parlé très vite du UFC, très vite de gros projets parce que c'était évident qu'il y avait un don et en plus, ce don, il est cultivé par une force de travail et une envie de se perfectionner qui est énorme aussi. Parce que Manon, elle vient du karaté. C'est Est-ce que ça. elle était fan de MMA? Je veux dire, est-ce qu'elle le suivait? Est-ce qu'elle connaissait? Est-ce que l'UFC c'était un objectif pour elle ou c'était un loisir le MMA? Je pense que, alors là, je parle à sa place, mais on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Au début, c'était un délire. On lui a parlé de ça. Elle a dit, tiens, il y avait un casting pour l'équipe de France. Elle y est allée. Et en fait, quand elle s'est rendue compte que malgré toute sa bonne volonté et son talent, il fallait quand même aller dans un club de MMA pour performer en MMA après ses premiers championnats du monde, on a été mis en contact par des relations qu'on avait en commun. Et elle s'est mise à travailler ça sérieusement. Et là, à partir de là, je te dis, les progrès, les, les progrès et le talent qu'elle a fait que elle a explosé sur la scène. Je pense qu'au début, c'était pas un délire, mais c'était, voilà, elle a découvert ça et d'elle-même, elle est montée au rassemblement de l'équipe de France à l'époque organisé par Lionel Brézéfin à Paris et elle a intégré l'équipe de France malgré qu'elle faisait pas de sol, elle savait même pas ce que c'était en fait. Waouh. Et donc là, actuellement, ben, elle va affronter la numéro 1, je crois, Ouais, mondiale. c'est ça. Euh, Kathleen Kat- Choukagian, ouais. voilà. Ben, il y a eu pas mal de changements d'adversaires. Je ne vais pas revenir trop dans la polémique. Jessica Andrade, après Kathleen. Je crois que ça devait se faire un moment à l'UFC Paris. Au final, il y a eu une blessure, ça s'est Ouais, pas ouais, ouais. fait. Est-ce que ça n'a pas trop Il y a été, eu- ça a pas trop été compliqué, tous ces changements de plan? Et même si je sais que Manon Fiorot, c'est toute sa carrière qui, tu l'as souligné dans un autre podcast, qui a été compliquée. mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est la carrière de tous les sportifs de haut niveau. Je veux dire, aujourd'hui, une prépa de haut niveau, dans 90%, il y a des blessures. Bon, là, c'était une blessure qui aurait pu être plus grave. Euh, Là, il y a eu une bonne étoile, hein, clairement, parce que on n'est pas passé loin d'une grosse blessure. Finalement, c'était une blessure préoccupante, mais soignable
et réathlétisable si on peut utiliser ce mot-là. Après, quel fighter aujourd'hui à très haut niveau n'arrive pas à diminuer ou blesser? Je te donne trois refs, hein. Regarde Francis quand il affronte Cyril Gane, je crois qu'il a pas que le croisé hein, qui est pas bon, il a la latéral externe, il a le tendon rotulien. Donc le mec il arrive, il a un genou en kit et il combat. T'as des gars qui combattent avec la main cassée ou blessée, t'as des mecs qui combattent avec les cervicales abîmées et on apprend ça plus tard et sur le moment ça nous a pas choqué quoi le jour du combat. À partir de là, c'est les aléas du haut niveau. Et quand tu fais une prépa de 6 7 8 semaines, forcément, à l'intensité avec laquelle tu t'entraînes, il y a forcément des blessures qui arrivent. Et l'important, pareil, là j'ai souligné Francis, mais il est apparu dernièrement que Cyril était blessé aussi pendant son combat, que La cote, ouais. Nassourdine était blessé aussi, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas récurrent, mais c'est très souvent que les athlètes doivent monter dans la cage avec un handicap plus ou moins important. Et ça fait partie du. Et si tu t'entraînes bien, de toute façon, tu peux pas faire autrement. Du coup, pas trop de déception de ne pas être sur cette carte à l'UFC Paris. Et Je suis mitigé, on est mitigé parce que on y était, on a eu la chance d'être invité par l'UFC, c'était un événement fabuleux. Le public français, je l'ai trouvé formidable et j'ai trouvé que c'était vraiment un des meilleurs publics au monde, très clairement. Euh, après, si tu regardes uniquement sur la France, bien sûr que c'est embêtant de ne pas avoir participé à cette fête. Après, j'ai trouvé l'UFC qui avait la volonté de mettre Manon aussi en avant, puisqu'elle a fait la Fan Expo, elle a été mise en avant, ouais. elle a eu la chance de rencontrer la ministre aussi pendant l'événement, la ministre des Sports. Donc, oui, il y a une petite déception. Après, quand tu te retrouves pour moi, hein, ça c'est un avis strictement personnel, sur la plus grosse carte De l'année, ouais. des 5 dernières années, même, on peut dire, moi, pour moi, hein. Et en plus que tu es en main, que tu es en carte principale, bon, l'exposition, elle va y être aussi, puisqu'en plus, on a la chance que c'est à Abu Dhabi, donc le combat de Manon, il va passer à 20 heures heure française sur l'ouverture de la carte principale. Donc, si t'as pas d'exposition là, t'en as plus, hein. Et je pense que malgré le fait que ce soit pas à Paris, euh, moi, mon avis, hein, qui n'engage que moi, c'est que l'UFC Paris, il a suscité un engouement et il y a pas mal de gens qui ont pris le. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont regardé cette UFC et que c'était peut-être la première fois qu'ils s'en voyaient un en live. Et cet UFC Abu Dhabi 280, il est intéressant parce qu'il arrive sur un créneau horaire qui est quasiment identique, qui est parfaitement compatible avec la France. Il arrive un mois et demi après Paris. Donc je suis quasiment persuadé qu'il va faire un carton en termes d'audience et de médiatisation, cet UFC. Et je parle de la France parce que à l'étranger, on le sait déjà, que tout le monde en parle et que ne serait-ce que pour le Makhachev Oliveira, il est extraordinaire cet UFC. C'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc là, Kathleen Choukagian, adversaire redoutable, elle a un très bon sol. Elle fait quand même 1,75 m. Il me semble que c'est l'une des adversaires les plus grandes que Manon ait Ouais, affrontée. Une assez... 73, je crois. Elle est de 73, 73, ouais. c'est l'allonge alors qui est... Ouais, elle est énorme sur la ouais, longe. une Ouais. grande allonge. Elle a un bon parcours amateur aussi, comme Manon. J'ai trouvé que c'est Et le tu point sais, commun qu'elles avaient. même le karaté, hein, c'est une karatéka à la base, Ouais, Kathleen. Finalement, elles ont beaucoup de points communs. Et on la prend très au sérieux. C'est une grande athlète. C'est elle qui a aujourd'hui dans la catégorie flyweight, c'est elle qui a le plus de combats à l'UFC. Donc, elle vient de prendre sa black belt de Jiu-Jitsu. Non, attention, c'est quelqu'un de très solide. Et on l'a respecté parce que pour moi, respecter un adversaire, c'est se préparer en conséquence. À partir de là, moi, je peux te garantir et garantir aux gens qui vont écouter ce podcast que la Manon Fiorot qu'on va leur présenter le 22, c'est la meilleure Manon Fiorot en termes de préparation, d'acquis, de travail qu'ils ont vu depuis le début de sa carrière. Donc, ça veut dire qu'on l'a respecté et vraiment respecté. Après, moi, je pense qu'elle ne peut pas rivaliser avec Manon dans bien des domaines, mais ça, c'est la surprise. On verra ça le 22 si je me suis trompé ou pas. ouais. Donc, juste pour revenir, Kathleen, elle a perdu contre des gros noms, que ce soit Jessica Andrade, Jessica Eye, Valentina Shevchenko.
Voilà, elle est à 12 victoires, 4 défaites. Donc C'est ça. c'est un beau palmarès. Alors, j'ai pu noter qu'elle avait quand même un débit de frappe inférieur comparé à Manon et un Je crois qu'elle clinch. fait 4, elle fait 4,25 Ouais. ou 4,15 par minute en strike effectif. Maintenant, elle est presque à 7. Pareil pour les frappes encaissées, elle frappe 4 pour prendre 4, quand Manon, elle frappe presque 7 pour prendre 2. Donc il y a effectivement un gros différentiel de déplacement et de débit. Donc, Aldric, je vais pas te demander, ben, de toute façon, tu me le diras pas, de dévoiler la stratégie. Mais pour toi, quels sont les points forts que Manon elle peut utiliser pour battre Kathleen? Ben, déjà, le gabarit, comme tu l'as dit, il n'y a pas une très grosse différence. Il y a une meilleure allonge pour Kathleen, c'est indéniable. On a travaillé en conséquence. Manon, là, sa dernière semaine de prépa, elle l'a passée avec Teresa Bleda. Je ne sais pas si le nom te parle. Ouais. Teresa Bleda, c'est la championne de l'Octagone et elle vient de s'imposer là au Dana White Contender Series. Elle a donc 6 ou 7-0 en carrière avec un 8-0 en amateur. Et elle fait 1,73 m et elle a le même reach, la même allonge pour ceux à qui ça parle pas reach, la même allonge que Kathleen. Donc exprès, non seulement c'est une jeune fille immensément talentueuse, mais en plus elle a le physique exact de Kathleen. Donc on a bossé avec elle pour les derniers réglages sur une semaine. Je l'ai fait venir à Nice. Euh, la taille, ça ne gênera pas du tout Manon, puisque elle s'entraîne aussi beaucoup avec des garçons, Manon, comme Jean-Robert Monnier, comme Miguel Haro. Et ces garçons, eh ben, ils font 1,73 m aussi. Donc la taille n'est vraiment pas un souci. Tu parlais de son sol tout à l'heure. Manon, elle a déjà fait face à des très très solides grappleuses. Pour ceux qui ne suivraient pas la carrière de Manon depuis longtemps, on peut parler de Corinne Laframboise, qui est titrée mondialement en grappling. On peut parler de mince, comment elle s'appelle? J'ai son surnom en tête, Baby Shark, mais il va me revenir dans 10 secondes, son prénom. Le deuxième combat qu'elle fait à l'UFC, pareil, la Brésilienne, elle est championne du monde de jiu-jitsu brésilien. Ouais, Richie, je crois que c'est un truc comme ça. Tabata Ricci, voilà, ça va me Ouais, revenir. ouais, je l'ai vu ce combat. Gros, Solide. gros sol, hein, donc tu sais, le sol, ok, bon, bah, effectivement, Kathleen est très forte au sol, mais pour exploiter le sol, et on l'a vu ce week-end avec le combat de Mackenzie Dern, il faut lutter. Et là, par contre, en termes de lutte et de défense de lutte, je pense que Manon est largement devant. Et tu faisais référence aux statistiques de Kathleen, je vais t'en donner une autre. Kathleen, effectivement, il y a 16 combats, je crois, à l'UFC. Et sur ces 16 combats à l'UFC, il y a 88% du temps qui se passe debout. Et sur les 12% qui restent, c'est quasiment systématiquement que c'est Kathleen qui est sur le dos, parce que c'est elle qu'on a emmené au sol. À partir de là, il y a une très grande probabilité que une grande partie du combat se passe debout. Et on verra bien, hein. Mais moi, mon avis, c'est que Manon est plus mobile et plus puissante. Mais ça, je te dis, on pourra l'observer que le soir du combat. Et du coup, au niveau de la préparation, là, le départ pour Abu Dhabi, c'est pour bientôt? Ouais, enfin, on va partir le lundi. Je crois que c'est le 16. Pourquoi pas plus tôt? Parce qu'il n'y a pas ou peu de jet lag Ok. et que il y a pas mal de fighters qui l'ont constaté. J'aime pas trop partir avant, moi, à Abu Dhabi. Le climat, peut-être l'humidité ou la chaleur extrême avec la climatisation qui est très forte dans les endroits intérieurs, font qu'il y a pas mal de fighters qui se sont plaints de ça pour la perte de poids. À partir de là, on va démarrer le process avant et on viendra, ouais, on va arriver le lundi soir. Je pense que ça me paraît, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de décalage horaire, c'est très bien. Et donc, en cas de victoire, j'imagine que le titre, c'est la prochaine étape. Et Valentina Shevchenko, à long terme, enfin, même actuellement, elle est dans le viseur Ah de bah, Manon, je pense. Manon, elle m'a déjà dit que si on nous proposait Valentina après, elle l'accepte d'ores et déjà. Donc après il y a beaucoup de choix. Moi, je me mets un peu à la place des matchmakers de l'UFC et il y a plusieurs choix. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous appartient pas. Alors, euh,
Est-ce que la décision du prochain combat de Valentina a été prise ou pas? Je sais pas. Je te dis la vérité, je n'en sais strictement rien. Maintenant, en se projetant un petit peu, il y a plusieurs choix. Après, il n'y en a pas 40. Il y a Valentina qui monte au-dessus pour refaire le troisième combat avec Mhm. Nunes. Je sais qu'il y a un UFC Brésil qui est prévu pour janvier, ça peut coller. Il y a une semaine avant Manon, il y a le combat de Viviane Araújo avec la petite Mexicaine. Elles sont toutes deux sud-américaines, elles sont toutes deux sixième et septième, si je dis pas de bêtises. Non, cinquième et sixième, pardon, si je dis pas de bêtises. Donc, il se peut que ce soit la gagnante des deux qui prenne aussi Valentina à l'UFC Brésil, ou il se peut que ce soit Manon avec une grosse victoire effectivement sur Valentina, sur Kathleen, parce que je pense qu'en cas de victoire avec la manière, elle prendra directement sa place au classement, qui est la première place, ou la deuxième ou la troisième, parce que des fois, c'est pas super cartésien les classements. Mais preuve en est Manon qui bat la 4 à l'époque, Maya qui prend pas la quatrième place. Bon, après, le classement, quand c'est la ceinture que tu veux, le classement importe peu. On s'en fout qu'elle soit quatrième, cinquième ou septième, c'est pas très important pour le moment. Maintenant, je te parlais des choix de l'UFC parce qu'en fait, Manon a exprimé un seul souhait, c'est de ne pas rester inactive trop longtemps. Donc, si Valentina décide de prendre un autre shot avant ou de monter à un 61 et qu'il faut patienter 8 mois, un an, on prendra un combat avant, quoi qu'il arrive, de façon à ce qu'elle puisse garder un certain rythme. Euh, Avant, elle aimait combattre presque 4 fois par an. Aujourd'hui, déjà 2 fois, c'est bien. Mais justement, c'est 2 fois. C'est-à-dire que minimum. C'est-à-dire que si il y a un autre combat qui est pris de la part de Tchechenko, nous, on demandera à combattre en mars, avril ou mai, tu vois. Peu importe après qui c'est en face, que ce soit Lauren Murphy si elle n'a pas été matchée d'ici là ou Santos après son retour, j'en sais rien. Mais je pense qu'on en saura plus très rapidement là. On verra un petit peu avant le 21 ou après s'il y a des match-ups qui sont faits sur la catégorie. Aujourd'hui, vraiment, je peux pas te dire. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si on nous la propose après une victoire convaincante, on la prendra. Super. Et j'avais une autre question au niveau de l'équipe. Vous êtes toujours avec Christophe Midou, toujours Ouais, ouais. là, vous gardez la même team. Ah, tu sais, Christophe et moi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc, on faut jamais dire jamais, mais il y a des choses Mhm. qui changeront. Moi, en tout cas, c'est des choses qui, pour moi, ne changeront jamais, tu vois. Donc, il y aura Christophe. Euh, voilà, et pareil pour sa préparation, elle l'a fait. Bon, j'ai fait venir des guests, là, comme je te parlais de Teresa Bleda, mais sinon, elle l'a fait avec Jean-Robert Monnier, avec Miguel Haro, puisque, voilà, moi, je crois beaucoup aux ondes positives et je sais que c'est des gens bienveillants qui veulent qu'une seule chose, sans aucune autre sous-entendu. Ils veulent que Manon, elle soit bien et elle gagne. Donc on changera jamais cette cellule-là. Ça fait 20 ans qu'on est tous ensemble quasiment, donc ça changera pas. Super. Ben, écoute, en tout cas, je vous souhaite vraiment la victoire. Et pour moi, après, c'est que mon avis, mais j'ai la conviction que Manon, elle peut devenir la première combattante championne UFC française. Parce que ben, il n'y a pas très longtemps, on pensait que ça allait être Cyril. Enfin, on avait ce truc de penser que ça serait un homme. Enfin, moi, je pensais ça. Et je me dis on pourrait être surpris. En tout cas, je pense que Manon, elle a les capacités. Et puis, il y a le chemin qui j'ai l'impression, s'ouvre aussi à elle, quoi, avec bien sûr la force du travail. Nous, on est focus sur ça déjà. On attend avec. Moi, j'attends. L'entraîneur, il est un petit peu stressé. Le fan de MMA, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer parce que je peux te promettre vraiment que Manon, elle a un niveau aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est énorme. Mais énorme, énorme, énorme. Ce camp, elle a fait encore des progrès extraordinaires. Et le fan de MMA, il en peut plus de voir ce combat. Après, le fan de MMA, il verra la rediff. D'abord, c'est le coach qui va le voir. Et moi, je suis toujours un peu stressé, tu vois, parce que c'est un camp qui a duré longtemps, sur lequel on a dû interrompre, refaire une réattelée, revenir. C'est un camp qui dure depuis le mois de mai. Donc,
beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement de la part de moi-même et de toute l'équipe. Mais non, non, ça va. Là, je pense qu'on va avoir une Manon à un niveau jamais vu auparavant. Aldric, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir accordé du temps. Pour moi, c'était un honneur de te recevoir sur ma chaîne YouTube, vraiment. Avant de nous quitter, je suis obligé de te demander un petit pronostic pour le main event de cette carte. Je t'ai pas entendu t'exprimer dessus. Enfin, on t'a pas posé encore la question en podcast. Est-ce que tu pourrais me faire Non, l'honneur de me dire qui tu vas gagner? ouais, ouais, je te dis clairement ce que je pense et je le développe en 10 secondes. Moi, je vois Oliveira euh, Waouh. pour une raison euh, qui m'est propre mais qui est simple. Je pense que sur tu vois, j'écoutais mes confrères qui pensent le contraire. Ils voient Oliveira si c'est court et Makhachev si c'est long. Et ben moi, je pense pas pour cette raison que je vais t'évoquer maintenant. Je pense que c'est un gros cutter, Islam, malgré tout. Il cut beaucoup de poids, il est énorme, puisque pour ceux qui l'ont jamais croisé, il dépasse largement le 1,80 m. Je crois qu'il est à 1,83 m. Il est vraiment massif. Et, et je pense que, un peu au même titre que ce qui s'est passé Khamzat contre Burns, c'est super compliqué de travailler un mec au sol euh, qui a ce niveau de jiu-jitsu et de finalisation. Et donc, je pense que ça va l'user, moi. Je pense qu'effectivement, Islam a largement la lutte pour venir à bout de Charles, mais au sol, il faut le gérer. Et c'est là qu'il y a la plus grande déperdition énergétique, et c'est pour ça que je vois Charles. Après, c'est un combat très serré où tout peut se passer. Je pense que les deux ont le KO power. En plus, on a vu Charles qui a downé Justin Gage avec de la boxe en ligne. On sait qu'Islam, c'est costaud et explosif aussi. Mais si tu me demandes mon pronostic, moi je vois plutôt Charles pour l'expérience, pour la durabilité, pour le sol aussi. C'est aujourd'hui, soit tu es meilleur en lutte que ton adversaire, soit tu es capable de l'empêcher de te contrôler par tes talents de Jujutsuka et tes talents de scramble. Et je pense que Charles Oliveira a les deux. Il est capable de scrambler comme il est capable d'être hyper agressif sur le dos. Et ça, pour un lutteur positionnel qui se pose et qui fait du ground and pound, c'est hyper compliqué. On a vu la difficulté qu'a eu Khamzat pour gérer Burns et le fait que du coup, il a quasiment fait tout le combat debout pour gagner. Et moi, je vois la même difficulté, puisque Oliveira est moins titré que Gilbert, mais il est tout aussi fort au sol. Aldric, merci beaucoup. Je vous invite tous ceux qui vont écouter ce podcast à aller encourager Manon pour son combat le 22 octobre, à aller aussi voir sur les réseaux Aldric ce qu'il fait avec tous les gars du Boxing Squad et du Maccabi. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très très bientôt. Merci à Merci toi, passez Aldric. une bonne soirée, ciao, ciao.